Poutine, répondant à l'une des questions, a déclaré explicitement que tous ceux qui disent que la Russie n'en fait pas assez pour aider l'Iran, ces personnes sont des provocateurs. Il était furieux en disant cela, ce qui signifie que oui, pour l'instant, ils aident l'Iran de manière légaliste et diplomatique. Mais s'il faut les aider militairement, cela arrivera. En même temps, les Russes doivent rester concentrés ici, sur leurs frontières occidentales. C'est donc une situation très complexe. Même si ces guerres sans fin sont imbriquées, pour la Russie, la priorité absolue est ici. Ce n'est pas l'Asie de l'Ouest. Quant à la Chine ne sait pas. La priorité pour la Chine, c'est l'énergie et les infrastructures intégrées dans leur partenariat stratégique et l'accord qu'ils ont signé avec l'Iran. En même temps, ils ne dépendent pas tant que ça de l'énergie iranienne, car ils ont des fournisseurs et des approvisionneurs partout en Eurasie, y compris la Russie. Si la Chine avait désespérément besoin de gaz supplémentaire, la Russie pourrait en fournir, par voie terrestre en fait. Donc les Chinois, c'est fascinant. J'ai parcouru certaines analyses de think tanks chinois. Ils utilisent une métaphore fascinante. Et ils se concentrent là-dessus. Ils se concentrent sur la défense. Tu sais comment ils décrivent l'Iran? Métaphore typiquement chinoise. L'Iran a une lance très puissante, mais un bouclier très faible. C'est magnifique. Ça explique tout. En gros, les Chinois disent, les gars, procurez-vous des avions entiers de S-400 et vite. Voilà ce qu'ils disent. Ou achetez chez nous. Mais bien sûr, les S-300 et S-400 ont fait leurs preuves. Quant aux S-500, la Russie ne les vend pas. Ils sont réservés à un usage interne. Mais cela aurait pu faire partie du paquet demandé à la Russie cet après-midi ici à Moscou. Mais les Chinois se contentent d'observer la partie de Go. Ils ont commencé à identifier, d'une manière très chinoise, que l'Iran commence peut-être à jouer une partie de Go contre Israël et les États-Unis. Seuls les Chinois peuvent proposer ce genre d'analyse, n'est-ce pas? Mais ils s'inquiètent de la vulnérabilité de l'Iran sur le flanc ouest face aux attaques israéliennes quotidiennes. C'est fascinant de voir l'échiquier bouger et l'analyse de l'échiquier évoluer à travers l'Eurasie. Par exemple, pendant Saint-Pétersbourg, il faudrait qu'on parle de Saint-Pétersbourg. Je sais que tout le Sud global était présent. J'envoyais des mises à jour chaque jour et des résumés, et tout était lié au Sud global, qui discutait, tout le monde se parlait et débattait des corridors de connectivité, de la réforme de la NOVA, de la création d'un nouveau système de relations internationales et d'un système financier international. Il y avait des accords commerciaux et des tables rondes sur absolument tous les sujets. Celle entre la Russie et la Chine était bondée d'hommes d'affaires chinois, de gouverneurs russes et de représentants de compagnies maritimes. Le panel sur la route de la mer du Nord, la route de la soie arctique, était fascinant. Nous sommes entrés dans de nombreux détails sur la manière dont la Russie construit l'un des principaux corridors de connectivité du XXIe siècle. Il y avait des tables rondes sur les BRICS, l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasiatique, l'ASEAN, le corridor international de transport sud, tout, absolument tout. Donc si vous étiez là, vous aviez l'impression d'assister à l'émergence du Sud global, avec tout le monde qui dialoguait et tentait de bâtir cette dynamique vers une véritable multipolarité. Et bien sûr, l'Iran. L'attaque israélienne contre l'Iran faisait partie de pratiquement toutes les conversations. Nous étions loin de nous douter que quelques heures plus tard, les Américains entreraient en guerre. En fait, ce n'était pas le cas. Et même lors de la session plénière, qui, soit dit en passant, était une session plénière du Sud global, il y avait 4 BRICS à la table, la Russie, la Chine, l'Indonésie et l'Afrique du Sud. L'Indonésie était représentée par le président Prabowo et il était l'invité d'honneur de Poutine
au Forum de Saint-Pétersbourg. Bahreïn représentait également le CCG. Il y a eu quelques questions sur l'Iran, etc. Mais Poutine a donné une réponse très importante à la question de savoir si nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. En gros, il a dit, selon la façon dont on traduit ses propos, que si cela dépend de nous, le Sud global, alors non. Mais si cela vient de l'autre camp, nous devons être prêts. Et il a défendu le droit légitime de l'Iran à disposer d'un programme nucléaire civil. C'est donc un élément de contexte important pour vous tous, car je suis sûr que la plupart d'entre vous suivent cette question, mais très peu d'entre vous étaient probablement à Saint-Pétersbourg ou prêtaient attention à ce qui s'y discutait. Et c'est le forum économique le plus important de l'année. Il n'y a pas de concurrence. J'ai entendu cela de la part de quelques Américains qui étaient présents, des hommes d'affaires américains, et ils disaient « c'est bien plus important que Davos ». Et c'est vrai, car à Davos, il n'y a pas de Sud global. Davos, c'est l'élite atlantiste. Saint-Pétersbourg, c'est le vrai Sud global. Il y a des délégations africaines partout. Une importante délégation indienne était présente. Les Pakistanais étaient là. Des gens d'Asie centrale partout. De nombreuses délégations africaines. C'est donc le Sud global, discutant de tout en vue de ce nouveau monde. Et puis, quelques heures plus tard, l'ancien régime intervient, ce qui montre le désespoir de l'Empire. Frapper ce chien, on ne sait pas où est la queue. Ce qu'est la queue, ce qu'est le chien, peu importe. C'est la même chose, comme nous le savons. Le désespoir dans sa guerre contre le Sud global et les BRICS. Ainsi, les États-Unis étaient et sont en guerre contre tout ce qui était discuté à Saint-Pétersbourg, en guerre contre les BRICS et en guerre contre les trois principaux BRICS en même temps, l'Iran, la Russie et la Chine. Et cette guerre contre l'Iran, dans laquelle, en théorie, le maître de piste du cirque s'est engagé et dont il essaie maintenant de se sortir, est une guerre que les élites américaines qui la soutiennent, les donateurs de Trump, ceux qui tiennent vraiment les rênes aux États-Unis, pour eux, elle est absolument essentielle. Ils ont besoin de briser l'intégration eurasienne. C'est pourquoi ils veulent démanteler les BRICS, et c'est pourquoi ils veulent rompre l'interaction entre l'Iran, la Russie et la Chine. Peu importe s'ils remettent le fils du chat au pouvoir en Iran, et un Iran affaibli, aussi faible que la Syrie l'est aujourd'hui, qui leur est tombé dans les bras. Ils peuvent ainsi isoler les corridors de la ceinture et la route, les nouvelles routes de la soie qui traversent l'Iran. L'Iran est le carrefour de tous ces corridors de connectivité. Ils peuvent se trouver dans le ventre mou de la Russie et commencer à menacer la Russie avec un nouveau front terroriste dans cette région. Ils peuvent faire s'effondrer le corridor international de transport nord-sud qui relie la Russie, l'Iran, puis l'Inde. Ainsi, ils peuvent paralyser 3 membres des BRICS d'un seul coup. Donc, ils ne vont pas lâcher prise, Nima. Ce n'est que le début. C'est une guerre longue, et nous vivons maintenant un chapitre brûlant. Et c'est juste, malheureusement pour nous tous, nous sommes les otages de cette folie. Ce n'est que le début. C'est probablement leur dernière grande carte. Si nous parvenons à diviser l'Iran, la Russie et la Chine, nous avons peut-être une chance de prolonger notre domination unilatérale. Si nous échouons, adieu l'Empire. Oui, eh bien, pendant que tu parlais et que tu as mentionné la Syrie, je pensais à cette riposte, la riposte symbolique de l'Iran sur la base aérienne au Qatar. Et cela m'a fait réfléchir à la manière dont cela envoie un message indiquant que l'Iran peut frapper des actifs américains et, ce faisant, est capable de mener la guerre comme ils l'ont annoncé. Qu'ils peuvent mener une guerre longue simultanément contre Israël et les États-Unis. Et la Syrie, même si elle est tombée en 2024, je crois que c'était en décembre, cela a pris combien? 13 ans. Donc, on parle maintenant d'un Iran
qui se trouvent dans une position où, comme tu l'as dit, la Chine a affirmé qu'ils avaient un bouclier faible, mais une lance très puissante. C'est ça. Ils ont des capacités offensives très fortes. Leurs capacités défensives sont faibles. Et cela signifie que cette guerre pourrait être très longue. Et il semble que l'Iran envisage vraiment une stratégie de défense jusqu'à ce que le coût devienne tout simplement trop élevé pour l'Empire. Quelle est ton analyse à ce sujet? Je ne suis pas si sûr que certains des principaux think tanks chinois comprennent en détail comment cette guerre est déjà dirigée contre eux en Iran. Ils ont énormément de mal à comprendre les chiites et à saisir le fonctionnement du système de la République islamique d'Iran, qui est une question très complexe. Je suis d'accord. Les Chinois qui comprennent cela, et avec qui j'ai pu discuter, sont généralement des musulmans chinois, très bien éduqués. Et ils sont allés plusieurs fois en Iran. Donc ils ont une expérience pratique du pays et voient comment le système fonctionne. Les think tanks chinois, eux, sont, disons, essentiellement orientés vers les Américains ou vers l'Occident. Ils n'ont aucune idée de l'Iran, ni de ce que signifie réellement ce partenariat Iran-Chine. Certains d'entre eux, par exemple, et ce sont des personnes très bien informées, on lit leurs articles, se plaignent que les Iraniens sont ingrats envers la Chine. À ce niveau-là, c'est absurde. Il y a donc clairement un élément de perte dans la traduction, un problème de communication. La Russie le voit très clairement, et les esprits les plus brillants étaient à Saint-Pétersbourg. Ils comprennent parfaitement que ces guerres sont totalement imbriquées et qu'elles sont des guerres sans fin. La guerre par procuration en Ukraine et la guerre par procuration contre la Russie et surtout contre la Chine, avec les États-Unis utilisant Israël contre l'Iran, ce qui est une guerre contre l'Iran en utilisant Israël, et à long terme, une guerre contre la Chine pour briser les canaux de communication chinois avec l'Asie de l'Ouest. C'est donc un problème sérieux. Idéalement, bon là je rêve un peu, une coalition de chercheurs et de groupes de réflexion, dans l'esprit des BRICS, pourrait être créée pour étudier toutes ces déclinaisons de l'attaque impériale et en fait, de la démence, de manière holistique, de manière intégrée, et montrer comment ces guerres hybrides menées par l'Empire contre les membres des BRICS font partie de la grande guerre contre les BRICS et le Sud global dans son ensemble. Parce que l'Empire a besoin de plus de territoire, il a désespérément besoin de plus de ressources naturelles et d'énergie, où qu'elles se trouvent. Dans le cas du Moyen-Orient, il s'agit évidemment du pétrole et du gaz, afin de pouvoir tout contrôler et perpétuer la domination unilatérale dont il bénéficie depuis des décennies, depuis 1945. Cela rejoint ce que les penseurs les plus radicaux du Sud global affirment ouvertement. Si nous ne créons pas nos propres plateformes, paradigmes, systèmes, complètement différents de tout ce qui a été établi et imposé par les Amériques à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous continuerons à être dominés par eux et à être en somme leurs esclaves. Tout le monde le dit, de Michael Hudson à un ancien ministre bolivien qui a dit exactement ce que je vous dis maintenant, au Yémen, devant l'ancien premier ministre du Yémen. Et c'est essentiellement ce que dit Ibrahim Traoré au Burkina Faso. C'est là l'essentiel, ce qui nous amène à ce qui va se passer lors du sommet des BRICS. Malheureusement, comme les Brésiliens du MIG assurent la présidence, cette réunion des BRICS risque d'être très décevante. Donc tout sera reporté au sommet des BRICS de l'année prochaine, qui aura lieu en Afrique du Sud. Nous en avons discuté, évidemment, et cela a été abordé lors de nombreux débats, notamment à Saint-Pétersbourg la semaine dernière. Les Russes et des Russes très qualifiés qui suivent les discussions économiques des BRICS, par exemple, des directeurs de think tanks, etc., disent eh bien, comparé à ce que nous avons fait l'année dernière,
Les Brésiliens n'ont rien fait cette année. C'est ce qu'ils vous disent en coulisses. Et malheureusement, c'est vrai. Mais c'est ce dont nous parlons depuis 5 minutes. Voilà ce qui devrait être sur la table des BRICS à Rio. D'accord. Nous sommes attaqués de toutes parts par l'Empire. L'Empire cherche à nous diviser et à littéralement détruire certains d'entre nous. Comment allons-nous nous organiser et agir ensemble, géoéconomiquement, géopolitiquement, dans la sphère de l'information, dans le domaine de l'IA, etc., pour riposter? Il y a eu un excellent panel sur les fausses nouvelles et l'intelligence artificielle. C'était le panel auquel j'ai participé. J'ai eu le plaisir d'avec Maria Zakharova et l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karin Kneißl. Elle dirige maintenant un groupe de réflexion à Saint-Pétersbourg. Et nous discutions par exemple de la façon dont Bruxelles, comment la Commission européenne, est une usine à fausses nouvelles. Comment l'ancienne administration de ce cadavre à la Maison-Blanche était une usine à fausses nouvelles. Comment l'administration Trump maintenant est une usine à fausses nouvelles. Alors, comment? Et bien sûr, comment les grandes entreprises technologiques, et maintenant que Palantir est intégré au sein du gouvernement fédéral des États-Unis, elles deviendront aussi une usine à fausses informations monstrueuses, ultra sophistiquées, totalement numérisées, contrôlant tous les récits. Donc, pour nous tous dans le Sud global, c'est pour cela que nous nous battons. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est extrêmement sérieux. Si nous n'avons pas un effort coordonné, il sera très facile pour l'Empire de nous éliminer un par un et de tout nous écraser, ce qu'ils pensaient pouvoir faire avec l'Iran. Mais cette fois, ils ont choisi le mauvais adversaire. Le bon vieux dicton s'applique. L'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran n'est pas la Libye. L'Iran n'est pas la Syrie. L'Iran n'est pas l'Afghanistan. Maintenant, vous allez voir, c'est du sérieux. C'est une civilisation ancienne avec une puissance régionale. Ce n'est pas une blague. Avec 90 millions d'habitants. Essayez d'expliquer cela à ce stupide Marco Rubio, qui ne sait même pas combien de personnes vivent en Iran. À cet égard, je voulais justement revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, vous savez que c'est une guerre contre les BRICS. L'Iran est un acteur majeur des BRICS. Et vous avez Donald Trump lui-même qui expose absolument comment. Voilà l'agenda ici. Ce n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme « changement de régime ». Mais si le régime iranien actuel est incapable de rendre sa grandeur à l'Iran, pourquoi n'y aurait-il pas de changement de régime? C'est dit clairement, sans détour. Il a vendu la mèche. Oui, il a vendu la mèche. À cause de cet ego gros comme Neptune, il a dû tout révéler, non? Neptune. He had to give it away, no? Yeah. It's part of the And person. Yeah. Et ensuite, je voudrais simplement avoir votre analyse à ce sujet. Car comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas seulement d'une guerre contre les BRICS et le changement de régime et le modus operandi, mais il y a aussi de la panique. Il y a une véritable inquiétude quant à ce qui pourrait se passer si ce conflit aboutissait à une conclusion assez logique. À savoir que l'économie mondiale soit fortement impactée par quelque chose comme même une fermeture partielle du détroit d'Ormuz. L'administration Trump dit « Tout le monde, gardez les prix du pétrole bas. Je surveille. Vous jouez le jeu de l'ennemi. Ne le faites pas. » Cela ressemble à de la panique, une panique enfantine. Childish panic. It's like a 5-year-old. On dirait qu'un enfant de 5 ans écrit ces messages. Incroyable. C'est le plus bas dénominateur commun dans tout. Il n'y a pas une once d'analyse ou de réflexion sur ce qui se passe. Rien. Et il ordonne à tout le monde de faire « Oh, il faut faire ce que je veux, sinon je vais faire une crise. » C'est au-delà du ridicule. La seule chose positive dans ce poste stupide, c'est qu'il a vendu la mèche. Oui, c'est une guerre de changement de régime. Sans aucun doute. Titre principal, c'est une guerre de changement de régime. Sous-titre, c'est une guerre contre les BRICS.
Voilà, cela explique tout ce qui se passe. C'est un moment tellement historique, Pepe. Parle-moi de ça. J'ai vu ça et je me suis dit, ça explique tout dans ma vie. Enfin, pas vraiment. L'accélération de tout cela est cependant assez frappante. Peut-être pourriez-vous parler de ce à quoi vous pensez en termes de point de vigilance. Nous savons que l'Iran va poursuivre son opération Vraie Promesse, 20 et plus, encore et encore. Et nous avons aussi des promesses de la part des États-Unis. J'ignore si cela est prévu maintenant ou pour plus tard, mais il est question de nouvelles frappes contre l'Iran si ce dernier ne capitule pas. Et n'oubliez pas la taxe de 500%, qui pourrait être approuvée d'ici 2 à 3 semaines. Et nous devrions tous prêter une attention très particulière à la réaction de l'administration Trump au sommet des BRICS. Il n'y aura rien d'extraordinaire qui sortira du sommet des BRICS, mais même s'il y a un signe d'unité parmi les BRICS et une déclaration forte défendant les BRICS, défendant le projet BRICS, ce qui ira complètement à l'encontre du projet américain, qui est de diviser pour mieux régner et de semer le chaos. Comment l'administration Trump va-t-elle réagir à cela? Et bien sûr, après 2 ou 3 semaines, nous verrons les résultats de, disons, la stratégie iranienne calculée d'offensive stratégique. Bienvenue à un long et chaud été. Welcome to a long, hot summer. Est-ce une guerre? Vous savez, les États-Unis parlent avec beaucoup d'assurance de leur capacité, de ce qu'ils peuvent faire à l'Iran. Mais je reviens encore à la Syrie et à l'Irak, et il y a beaucoup de responsables qui s'expriment en secret, anonymement, en disant « Eh bien, ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, même en Syrie, a pris beaucoup de temps, et ce n'est pas une situation stable. L'Iran est une toute autre affaire, à bien des égards. » Alors, est-ce une guerre que l'Empire américain peut gagner, Pepe? No, they can't. And of course, Non, ils ne le peuvent pas. Et bien sûr, ceux qui sont en dehors de l'Empire, anciens membres de l'État profond, anciens de la CIA, dont beaucoup sont nos amis, ils savent par expérience que l'Empire du chaos ne peut pas gagner cette guerre. Et pourtant, ils continuent. Eh bien, c'est l'inertie qui anime les empires lorsqu'ils déclinent et qu'ils sont à bout de souffle. Cette agonie peut durer assez longtemps, même quelques décennies. Mais c'est inévitable. Et j'adore la métaphore de Poutine à Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas que la Russie et la Chine dirigent le monde multipolaire. Le monde multipolaire devient inévitable, comme le lever du soleil. Nous ne faisons que le rendre plus. Je ne me souviens plus exactement du mot, mais nous facilitons la naissance du monde multipolaire. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est génial. C'est une métaphore très simple, mais elle exprime l'inévitabilité d'une tendance historique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Essaie d'expliquer ça, Danny, aux élites américaines, les gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, y compris le maître de piste du cirque. C'est l'anatomie ultime. C'est le cauchemar géopolitique par excellence pour eux tous. S'ils prêtaient attention à Brzezinski, et ils l'ont fait, tous ces types ont lu Brzezinski, et ils pensaient que le grand échiquier, en 1987, était brillant. C'est en train de se produire maintenant, sous leurs yeux. Et il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire à part taper, 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 comme des fous. Est-ce suffisant pour assurer la domination de l'Empire? Non, ça ne l'est pas. Le monde évolue déjà dans l'autre sens. C'est pourquoi le contraste avec Saint-Pétersbourg est si frappant, mais c'est aussi très clair si l'on suit les deux camps. Très, très clair. Mais ce sera une lutte très difficile, longue et très douloureuse. Ils ne lâcheront pas prise. Et les images de soleil qu'a utilisé Poutine, je pourrais les opposer à une image de Bob Dylan. Un long nuage sombre descend. L'Empire, c'est ce long nuage sombre qui s'abat sur nous tous et tente d'effacer la lumière du soleil.
Il nous revient donc à tous de veiller à ce que le soleil se lève vraiment et brille. C'est donc waouh! On parle ici d'une situation existentielle. C'est le destin du 21e siècle et au-delà. C'est juste devant nous. Cela se joue maintenant. And beyond, it's right in front of us. It's being played now.